tous. La Fabrique de l'exportation aujourd'hui est très heureuse de recevoir Angélique Breuillot, que nous avons invitée sur la base de la thèse de doctorat qu'elle a soutenue en juillet 2021 et qui nous a semblé très intéressante pour traiter un domaine que la Fabrique d'exportation jusqu'à présent a assez peu exploré, qui est celui des ressources humaines, des talents et des compétences qui sont dans l'entreprise et qui vont l'aider à se déployer à l'international. Angélique, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je vous présente brièvement. Donc, vous avez fait votre thèse à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, soutenue en juillet 2021. Une thèse qui s'intitule Management de la diversité et spécificité des processus d'internationalisation des entreprises à internationalisation précoce, donc celles qui vont rapidement à l'international. Vous êtes désormais en poste de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, à la Manchester Metropolitan University. Et C'est vrai. vous avez accepté de nous consacrer un peu de temps pour en fait partager les résultats et les recommandations qui en découlent envers les managers. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vous invite, Angélique, à d'abord nous présenter, nous expliquer ce que vous avez cherché à étudier à travers cette thèse de doctorat et ces 4 ans de recherche. Très bien. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir une fois de plus. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce petit entretien pour partager mes résultats de thèse. Donc, qu'est-ce que j'ai cherché à étudier? Donc, j'ai toujours été intéressée par l'internationalisation des entreprises. J'ai fait une licence et un master en management international. Et un constat est très vite apparu, notamment lors de mon mémoire de master, c'est que les PME vont à l'international, les PME s'internationalisent. Seulement en France, on est quand même sur des PME 2 fois moins internationalisées qu'en Italie et 3 fois moins qu'en Allemagne. Donc, mon premier point de curiosité, c'était de savoir pourquoi et surtout comment les aider, comment faire en sorte que les PME puissent rester à l'international, notamment sur le long terme. Donc, j'ai commencé à étudier l'internationalisation des PME et je me suis rendu compte que parmi ces PME, il y avait notamment celles qui s'appellent les entreprises à internationalisation précoce, qui s'internationalisent très rapidement après la création, en moyenne dans les 3 ans après la création juridique de l'entreprise. Et on se rend compte que ces EIP ont donc un comportement à l'international vraiment prometteur, notamment sur le court terme, avec des performances très encourageantes, souvent liées à de l'innovation d'ailleurs, mais cependant, elles semblent avoir des difficultés à survivre et à croître sur le long terme. Donc ça, c'est le premier enjeu, le premier point d'intérêt qui m'avait du coup poussé à faire une thèse en management international. Quand on s'intéresse à ces EIP, qu'on connaît et que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Born Global, on se rend compte qu'il y a énormément de facteurs qui influencent leur internationalisation, individuelle, environnementaux, organisationnels. Et parmi tous ces facteurs, il y a un facteur qui n'avait pas encore fait l'objet d'une étude à part entière, mais qui avait pourtant été nommé dans pas mal, notamment de revues de littérature, c'était la diversité des ressources humaines. Et donc, c'est comme ça, avec ces 2 enjeux, donc l'importance de l'internationalisation des PME et leur difficulté à s'internationaliser, qu'on a cherché à s'intéresser à un facteur qui pourrait peut-être jouer un rôle, la diversité des ressources humaines. Et on s'est très vite rendu compte, en s'intéressant à la littérature sur la diversité, qu'on ne pouvait pas en fait vraiment étudier l'effet de la diversité des ressources humaines sur l'internationalisation sans prendre en compte son management. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a cherché à étudier. On a vraiment cherché à étudier en quoi le management de la diversité pouvait influencer le processus d'internationalisation des EIP. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails sur les différentes questions de recherche ou si ça suffit comme ça. Non, je pense que l'intérêt de la diversité de son management, c'est vraiment ce que je voulais vous entendre nous expliquer. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous poser la question suivante. Alors, pour réaliser cette thèse, quelle méthode avez-vous mise en place? Alors, pour la thèse, on a mis en place une méthodologie qu'on appelle mixte, avec du coup une diversité de méthodologies employées. Le premier objectif de la thèse, c'était vraiment de comprendre le processus d'internationalisation de ces EIP. Pour cela, on a mis en place une revue systématique de la littérature pour vraiment faire un état des lieux de ce qui avait été fait d'un point de vue académique et pouvoir ainsi identifier tous les facteurs influençant le processus.
Parmi ces facteurs, on a déjà identifié la diversité des ressources humaines qui pouvaient potentiellement jouer un rôle stratégique. La deuxième méthodologie mise en place, avec pour objectif cette fois-ci d'explorer en profondeur le rôle de cette diversité des ressources humaines et de son management, cela a été une méthodologie qualitative. Donc, j'ai interrogé 8 dirigeants d'EIP Rhône-Alpine, donc en France, avec qui j'ai pu passer 1 heure et demie. On a longuement échangé sur ces sujets. J'ai également pu avoir l'accès, ils ont autorisé l'accès au CV de leurs employés pour pouvoir étudier plus en profondeur la diversité qu'il y avait, notamment en termes de compétences, d'expérience, car la diversité dépasse largement les attributs d'âge, de genre, d'origine. La thèse s'intéresse d'ailleurs plus aux diversités de profondeur, l'expérience, la compétence, les connaissances. Donc ça, c'est pour la méthodologie qualitative. Et ensuite, dans une tentative de généralisation, cette fois-ci, on a dépassé le stade des EIP pour vraiment étudier toutes les PME internationalisées en utilisant une base de données, donc une méthodologie quantitative, une base de données de plus de 1300 PME luxembourgeoises cette fois. D'accord. À vous entendre, je me pose une question. Existe-t-il des outils pour mesurer cette diversité? Vous parlez d'un scope de diversité qui va bien au-delà de ce qu'on est habitué à prendre en considération. Quels outils avez-vous utilisés, voire même existe-t-il en recherche ou en opérationnalisation pour prendre en compte, appréhender cette diversité? Alors, il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit d'enregistrer des données sur la diversité de tes employés. Donc, sur l'étude française, on est vraiment sur du déclaratif du dirigeant qui vient nous dire on a 40% de femmes, on a 20% de personnes qui travaillent à l'étranger et qui sont d'origine étrangère, mais on n'a pas du coup des données, c'est vraiment au dirigeant d'être en mesure de faire cet état des lieux dans son entreprise, avec pourquoi pas l'aide de services spécialisés dans la matière ou l'aide d'experts. Au Luxembourg, c'est différent, ils ont le droit de faire des données et donc de récolter ces données plutôt. Et donc, du coup, on a pu avoir accès grâce à cette base de données très concrètement à des données très précises sur la diversité d'âge au sein de l'entreprise, la diversité d'origine, la diversité aussi de genre. Pour tout ce qui est de diversité de connaissances et de compétences, là, on a vraiment besoin de faire une étude qualitative pour entrer en profondeur, d'où l'étude notamment des CV des employés. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui prend quand même un petit peu du temps pour faire cet état des lieux avec, dans le cas de ma thèse, une étude des CV de tous les employés pour vraiment faire un état des lieux des différents attributs. Il y a tellement d'attributs de la diversité que c'est vraiment en fait aux dirigeants, à l'équipe managériale de choisir ceux qui, selon eux, sont les plus importants. Dans le cadre de l'internationalisation, ceux qui nous sont semblés être les plus importants et qu'on a étudiés, ce sont donc les attributs de la diversité de connaissances, d'expérience, notamment d'expérience internationale et de réseau, notamment pour les EIP, ces petites entreprises qui ont besoin du réseau pour se développer le plus rapidement possible. Bien sûr, on voit bien que cette notion de réseau ne peut être saisie qu'avec une approche qualitative et un échange avec chaque individu qui compose. Tout à fait. Très bien. Alors, pour arriver vraiment au cœur de votre sujet et de vos résultats, j'ai envie à vous demander quels sont les éclairages que vous pouvez apporter concernant le rôle de la diversité, mais que vous associez, et c'est ça qu'on a trouvé très intéressant en lisant votre thèse à la Fabrique d'exportation, vous associez systématiquement la diversité au management de cette diversité. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, quels sont vos résultats sur ces sujets? Alors, tout à fait. On ne dissocie pas la diversité du management à la diversité. En tout cas, c'est le parti pris de ma thèse. Car lorsque l'on regarde le corpus, le champ du management à la diversité, on a vraiment une fracture entre des chercheurs qui pensent que la diversité est une ressource stratégique de par ce qu'elle apporte en termes de compétences, de connaissances. Mais on a aussi une autre partie de la littérature qui nous dit que non, la diversité peut poser problème. Elle peut créer des conflits, elle peut engendrer des insatisfactions, un mal-être au travail, que ce soit pour les personnes porteurs de diversité ou non d'ailleurs. Et donc, pour dépasser ce clivage, on prend en compte le management de la diversité. Et le résultat principal de la thèse, c'est de dire que c'est le management de la diversité qui va influencer la nature de la ressource et qui va faire en sorte que la ressource va pouvoir devenir une ressource stratégique, ordinaire, voire négative.
Et c'est ça qui est intéressant, je pense, et c'est ça qui est vraiment le cœur de la thèse, hein. C'est de dire qu'on peut avoir de la diversité au sein de son entreprise, mais si on n'est pas capable de la manager de la bonne manière, elle va en effet pouvoir avoir un effet néfaste. Mais manager comme il faut, ça peut être une réelle ressource stratégique. Donc, quel apport pour l'internationalisation de l'entreprise? Donc, lors de la première étude qualitative, on s'est aperçu que la mise en place de ce qu'on appelle une perspective d'apprentissage, donc c'est-à-dire qu'on a conscience de toute la diversité de notre entreprise, on a conscience de chaque individu, mais on va chercher vraiment à créer un apprentissage organisationnel, à favoriser la communication, l'échange, pour faire en sorte que chaque attribut de diversité et ce qu'il apporte en termes de connaissances, compétences, soit partagé au sein de l'entreprise et de manière quotidienne. Si on est capable de mettre cela en place, on s'est rendu compte que les EIP avançaient plus rapidement vers une certaine stabilité organisationnelle dans leur processus d'internationalisation. Et ensuite, dans notre étude quantitative, qui cette fois-ci vraiment considère toutes les PME, pas seulement celles qui s'internationalisent très précocement, on s'est rendu compte que mettre en place justement une perspective d'apprentissage du management de la diversité permettait de dépasser les frontières de l'Union européenne. Car ce qui se passe, c'est que beaucoup de PME s'internationalisent, mais beaucoup de PME européennes restent dans les frontières de l'Union européenne. Et on s'aperçoit vraiment que celles qui arrivent à dépasser les frontières de l'Union européenne, aller en Amérique, aller en Asie, en Afrique, c'est celles qui ont réussi à mettre en place un management de la diversité et qui ont réussi à faire en sorte que cette diversité devienne stratégique. D'accord, donc ce levier doit être mobilisé par… alors ça, on le coupera parce que vous m'avez pris un peu de court en vous interrompant. Ah, Mais pardon, j'ai cru non, non, que non, je fallais… non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais euh, je vais rebondir. Donc si je vous comprends bien, c'est vraiment ce management proactif, à la fois en analysant la richesse de chaque collaborateur, mais également en lui permettant de la diffuser, de la mettre en valeur, qui va permettre d'étendre la portée géographique, le déploiement géographique des entreprises à l'international. Oui, tout à fait. Et donc, l'étude numéro 3, donc l'étude quantitative, associée également à certains résultats de l'étude qualitative, on permet d'effectuer une liste en fait, de pratiques que les managers, équipes managériales pouvaient mettre en place pour justement favoriser l'utilisation et le bon management de cette diversité dans l'entreprise. Je peux citer, si vous le souhaitez, quelques pratiques pour peut-être être plus concrètes et plus claires. Bien sûr, bien La sûr. première pratique, celle qui est vraiment ressortie à chaque fois, que ce soit dans les études qualitatives ou quantitatives, c'était dans le recrutement, rechercher des profils diversifiés. On a énormément de verbatim qui nous disent clairement à profil égal, je vais prendre la personne qui va apporter de la diversité. Tout simplement parce qu'on est souvent, notamment dans des petites entreprises, avec du coup peu de salariés et ces salariés ont besoin d'être à chaque fois des salariés clés. Il y avait vraiment cette notion que chaque salarié doit apporter des compétences, des connaissances diversifiées par rapport aux autres. Donc ça, c'était vraiment la première pratique qui nous a le plus sauté aux yeux. Ensuite, un second groupe de pratiques, ce serait la formation et le développement des compétences de chaque salarié. On a vraiment notamment dans l'étude quantitative, des PME qui proposent des jours de formation à tous les salariés, qui cherchent aussi à inciter chaque salarié à être investi dans son propre développement de compétences, de carrière. Donc, il y a vraiment une recherche de faire fructifier chaque profil, de faire aussi diversifier les profils afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'entreprise. On a même, dans un cas vraiment d'une EIP qui a une trajectoire à l'international très impressionnante en une dizaine d'années, une volonté des dirigeants de sensibiliser leurs managers au management de la diversité. C'est-à-dire qu'on on a 3 dirigeants qui vont payer des formations pour la TMT, la Top Management Team, pour qu'ils soient formés et qu'ils savent comment justement gérer cette diversité. Donc la formation est vraiment un second point. Après, on a d'autres types de pratiques de reconnaissance symbolique ou pécuniaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'individu se sente reconnu dans l'entreprise, il faut lui laisser de l'autonomie. Et après, au-delà de tout ça, quelque chose qui ressort énormément des études quanti et qualitatives, c'est vraiment la nécessité d'organiser, de créer un climat de communication, de partage d'informations
pour créer justement cet apprentissage organisationnel qui fait que si quelqu'un part demain, on aura quand même récupéré les connaissances et les compétences en fait. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça souligne vraiment le rôle clé du manager en tant que chef d'orchestre pour aller chercher cette diversité, l'encourager, la valoriser et même, je dirais, accepter d'être challengé par rapport à un effet de mimétisme qui pourrait être plus rassurant en recrutant, grosso modo, des personnes qui, une forme d'endogamie, des personnes qui ressemblent au profil professionnel, académique du manager. Donc, il faut il faut que les managers acceptent d'être déstabilisés par les personnes qu'ils vont faire rentrer dans leur structure. C'est intéressant ce que vous dites, car la théorie utilisée dans une partie de la thèse, c'est la théorie justement d'orchestration des ressources. Et vraiment l'importance du manager dans sa capacité, qui est d'ailleurs une capacité managériale, à organiser, à orchestrer ses ressources. Et un autre résultat de la thèse, c'est vraiment de dire que la perception des dirigeants sur cette diversité va influencer le management qui va être mis en place. Donc en effet, dans notre étude qualitative notamment, où on a pu échanger plus en profondeur avec les dirigeants, on a aussi rencontré des dirigeants qui ont adopté une perspective de résistance face à la diversité. C'est-à-dire qu'ils pensent que la diversité, c'est quelque chose de négatif pour l'entreprise. Ils vont justement chercher dans un certain cas très extrême, des profils vierges, vraiment d'aucune expérience pour pouvoir les façonner à leur manière. Et dans des cas peut-être moins extrêmes, des profils juste similaires aux leurs, pardon. Donc, dans des toutes petites entreprises, parce qu'on est sur des PME qui ont été créées il y a une dizaine d'années, on voit vraiment sur un si petit groupe d'employés, comment un refus de la diversité, on le voit clairement, parce que dans les CV, il n'y a aucune diversité. Et là, on est vraiment du coup sur des PME qui arrivent à croître au début, mais qui, à un certain moment de leur processus d'internationalisation, n'arrivent pas à faire cette phase de transition vers un stade organisationnel plus mature, vers une croissance plus long terme. Elles bloquent à un certain moment justement parce que le manager, le dirigeant, n'arrive pas à lâcher prise et n'arrive pas à faire confiance du coup aux autres salariés, n'arrive pas à leur donner les responsabilités qu'une perspective vraiment d'apprentissage de management de la diversité pourrait permettre. Peut-être un dernier point, parce que je pense que c'est un résultat important. Il y a une autre perspective de management de la diversité qui est la perspective de discrimination et justice sociale. Souvent, lorsque les dirigeants entendent parler de diversité, ils pensent que voilà, on va les forcer à avoir des quotas, à avoir tel nombre de personnes qui ont cet âge, tel nombre de femmes, tel nombre d'hommes. Alors que un des résultats majeurs de la thèse, c'est de dire que de mettre en place une perspective de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire de favoriser ces groupes discriminés, ne va pas apporter quoi que ce soit en termes de performance ou d'internationalisation. Il n'y aura aucun effet, tout simplement parce qu'on aura cette diversité, mais on ne sera pas en mesure de la manager. Okay, donc, il vaut mieux s'emparer et embrasser le chemin de la diversité volontairement et proactivement Oui, plutôt que de le subir. que de le subir, voire même d'y être résistant et d'avoir recruté des personnes dont on déplore la diversité dans l'entreprise Tout à où on fait. s'en méfie ou voire même on s'en protège. Oui. OK. Alors, pour conclure cette interview, j'aimerais que vous vous adressiez aux exportateurs qui la regarderont, aux personnes des structures d'accompagnement publiques, privées, qui sont aussi une partie importante du public de la fabrique de l'exportation et qui aimeraient les conseils clés, les principaux outils à mettre dans leur panoplie technique à reproduire après ou à conseiller aux entreprises. Alors, pour prendre en compte de manière constructive, proactive cette diversité, qu'est-ce que vous conseilleriez aux dirigeants d'entreprises, plutôt des PME à internationalisation précoce, mais pas seulement? Nous vous écoutons. Oui, en effet, pas seulement, parce que la dernière partie de la thèse et cette étude quantitative permet de généraliser les résultats aux PME internationalisées en général. Et donc, le conseil principal, c'est d'adopter une approche globale de la diversité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va prendre en compte la diversité dans son entreprise, on va la prendre dans sa globalité. On ne va pas juste s'intéresser aux attributs visibles, genre, âge, origine. On va aller plus loin. On va essayer d'adopter une approche qui va prendre en compte les compétences, les connaissances, le réseau. Le but étant vraiment de pouvoir identifier dans chaque salarié les attributs qui seront clés. Dans certains cas, l'attribut réseau ne sera pas intéressant, mais dans d'autres, il sera clé. Et c'est vraiment d'être en mesure déjà de repérer au sein de sa masse salariale où sont ces attributs et ensuite on pourra du coup les utiliser.
Donc déjà, voilà, prendre en compte plusieurs attributs. Considérer ensuite la diversité comme une ressource, mais avoir conscience que cette ressource peut avoir des effets négatifs et ordinaires et pas que stratégiques. Je pense que c'est ça, hein, le résultat clé de la thèse, c'est de vraiment être en mesure de dire que c'est pas parce qu'on recrute des ressources diversifiées, des ressources humaines diversifiées, que ça va automatiquement avoir un effet positif. Il faut ensuite, et j'arrive à mon troisième point, mettre en place un management de la diversité basé sur l'apprentissage organisationnel avec différentes pratiques que j'ai déjà listées lors de ma réponse à votre précédente question. Et c'est vraiment voilà, la recherche d'un apprentissage organisationnel, de l'échange, de la communication. Et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il y a des spécialistes en management de la diversité. Il y a une fondation management de la diversité en France. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on n'est pas sûr de savoir comment faire. Et ensuite, peut-être juste sur un autre point important, hein, qui dépasse le simple management de la diversité, pour un dirigeant, c'est important de savoir si on dirige une PME internationalisée traditionnelle ou une entreprise à internationalisation précoce. Ça, je pense aussi, c'est assez important et c'est un résultat important de la thèse, tout simplement parce qu'une entreprise à internationalisation précoce qui se sera internationalisée très rapidement a besoin d'autres ressources qu'une PME internationalisée qui était déjà établie depuis 20 ans en France, par exemple. Et le résultat de l'étude quantitative, hein, qui permet quand même de comparer l'effet du management de la diversité entre les PME et les EIP, permet vraiment de dire que le management de la diversité est encore plus important, son effet est encore plus important au sein des entreprises à internationalisation précoce qui ont besoin très rapidement de beaucoup de ressources. Oui, elles sortent en fait beaucoup plus rapidement que les autres de leur zone de confort. Voilà. Et d'où la nécessité de ressources supplémentaires. Alors, à vous écouter, j'ai envie de vous poser aussi une dernière question en adoptant un autre point de vue qui est celui du candidat qui envoie son CV, alors jeune diplômé ou exportateur, area manager plus expérimenté par exemple. Comment peut-il valoriser son apport en termes de diversité dans son CV? Est-ce que c'est la ligne, vous savez, la fameuse ligne autre, voire centre d'intérêt, etc. De quelle manière peut-il ou peut-elle se distinguer du CV qui le précède et qui viendra après le sien? De quelle manière peut-il mettre sur la voie de la valeur ajoutée qu'il possède grâce à sa non-typicité ou sa diversité qu'il amènera à l'entreprise? Quel conseil vous pouvez donner? Bien entendu, ça dépendra de son parcours, mais le conseil que je donne à tous mes étudiants en management international et qui, après, veulent justement travailler pour une entreprise dans ce type de métier-là, déjà, c'est d'être parti à l'international durant ses études, car en fait, c'est ça dans le CV. Moi, en tant qu'étudiante qui a cherché un travail avant de faire une thèse, je l'ai vraiment ressenti. Et c'est aussi ce que les dirigeants disent lorsque je les interroge. Lorsqu'ils voient un CV de quelqu'un qui a fait un master, que cette personne a fait sa première année de master dans un autre pays, qui a même fait un semestre à l'étranger en licence, c'est ça la valeur ajoutée pour eux. C'est parce qu'ils savent que cette personne, elle connaît ce pays, elle a déjà une première approche sur la culture de ce pays, ça peut les aider. Après, une autre manière aussi pour un jeune sorti d'école de valoriser ça, c'est aussi d'insister sur tous les différents types de réseaux dont il fait partie. Si l'étudiant fait partie d'un réseau alumni qui peut lui permettre d'être mis en relation avec quelqu'un d'une autre entreprise ou voilà, qui a déjà, par exemple, fait une mission consulting auprès d'un réseau de distributeurs. Toutes les, toutes les missions, en fait, hein, et expériences annexes aux études sont les choses qui vont être différenciantes lors de l'embauche et lors de l'entretien. Bien entendu, un point qui est énormément revenu, c'est la langue. Les étudiants qui sont capables de parler le vrai anglais, hein, pas juste l'anglais qu'on pense bien parler, plus une seconde langue, l'allemand, l'espagnol, ça va être des attributs différents, de diversité qui vont vraiment faire la différence pour un dirigeant lorsqu'il reçoit les CV. Oui, cette expérience à l'étranger, elle fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure en termes de connaissances de certains pays, mais déjà en termes de réseau. Et Tout souvent, à fait. les jeunes qui sont partis à l'étranger n'ont pas conscience de la valeur de capital social qu'ils ont ramené de ce pays-là en connaissant, en ayant noué des liens avec des locaux, avec d'autres étrangers, avec des professionnels parfois, avec des enseignants-chercheurs qui leur ont
donner des cours. Donc, ce réseau est aussi, vous avez insisté là-dessus précédemment, une valeur ajoutée Exactement, oui. potentielle. Et c'est vrai que pour un jeune sorti de l'université, être en mesure de mettre dans son CV des points aussi forts, c'est vraiment une valeur ajoutée indéniable. OK. Merci, Angélique Breuillot. Merci beaucoup d'être venue partager ces contributions très intéressantes sur un point de vue, encore une fois, qu'à la Fabrique de l'exportation, nous n'avions pas eu l'occasion de traiter, en tout cas pas de cette manière. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre prise de poste. Vous avez déjà fait presque une année universitaire de l'autre côté de la Manche. Et nous serons heureux de vous recevoir et d'écouter vos contributions sur ce sujet de la diversité que vous allez continuer à explorer peut-être, ou quelles sont vos pistes de futures recherches? Souhaitez-vous là aussi diversifier vos recherches ou au contraire creuser cette veine-là et la poursuivre un peu plus loin? Alors, les deux. Je continue déjà à valoriser les différents articles de ma thèse. Donc, il y en a déjà un de publié, les deux autres normalement ne devraient pas tarder à l'être. Donc, du coup, j'ai beaucoup de travail par rapport à ça. Ensuite, on a une autre recherche en cours qui, cette fois-ci, vraiment est sur le management de la diversité, mais qui cherche à faire en fait une étude comparative entre les PME internationalisation traditionnelle et les EIT. C'est un point que j'ai un peu touché dans ma thèse, mais que je n'ai pas pu explorer en profondeur. Et donc, la prochaine recherche vraiment en lien avec la diversité, c'est vraiment d'essayer de comprendre les différences entre ces deux types de PME et comment la diversité peut les influencer différemment. Et ensuite, j'ai quand même commencé à diversifier également mes pistes de futures recherches. Je suis en train de travailler avec des co-auteurs sur les business models, l'innovation des business models, donc quelque chose d'assez différent, mais que je compte après relier au management international. Donc, c'est juste pour mieux revenir. D'accord, clair. Merci beaucoup et bonne poursuite Merci à dans vous, vos en tout recherches. cas, de m'avoir invité. Avec Merci et bonne plaisir. continuation également.